Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre 7-8 week-end. Nous allons parler actualité mais aussi loisirs. Voici les titres de ce vendredi 12 mars. Retour sur le déplacement de Julien Bayou, tête de la liste L'écologie évidemment, jeudi 11 mars à Trappes. Il fait campagne pour les élections régionales d'Île-de-France de juin prochain avec une liste de rassemblement. L'ancien candidat à la présidentielle Benoît Hamon en fait d'ailleurs partie. Et notre invité cette semaine, Laurent Brosse, maire de Conflans-Sainte-Honorine, nous parlerons du plan de lutte et de prévention contre le harcèlement scolaire que sa ville a mis en place. Enfin, comme chaque semaine, Célia Gatsongo vous proposera ses idées sorties et loisirs pour le week-end. Comme je vous le disais en titre, Julien Bayou, tête de la liste L'écologie, évidemment, était présent jeudi 11 mars à Trappes. Le candidat fait campagne sur le terrain pour les élections régionales qui sont prévues en juin 2021. Sa liste représente le rassemblement de la ligne politique écologiste et solidaire, autour notamment de l'ancien socialiste Benoît Hamon. Les détails de Bichente Mérien-Santisteban et Nicolas Dandry. Une visite sur le thème de la mobilité et de la restauration scolaire, l'objet du déplacement à Trappes de Julien Bayou. Cette commune, un véritable laboratoire pour la politique écologiste et sociale voulue par la liste L'écologie évidemment. Je retiens évidemment l'enjeu de démocratiser l'écologie, faire de Trappes et de la région Île-de-France le phare de la transition écologique, et notamment l'écologie populaire, parce que les quartiers populaires, les classes moyennes sont les premières bénéficiaires de l'action écologique. On le voit avec la cantine scolaire, ça permet à chaque enfant d'avoir un vrai repas équilibré. Cette liste rassemble plusieurs mouvements politiques de gauche, parmi eux Génération.s créé par Benoît Hamon, candidat socialiste à l'élection présidentielle de 2017. L'ancien député de la 11e circonscription des Yvelines a quitté le PS. Après ce recul avec la politique, il est candidat dans la liste de Julien Bayou. Là, on a un rassemblement vraiment bilingue qui est capable de parler d'écologie, de transition écologique, mais aussi de penser les impacts en termes de justice sociale, qui ne le fait pas en considérant que le développement économique, c'est pas une bonne chose. Au contraire, en essayant de penser la cohérence de ces choix-là. Dans les Yvelines, la candidature L'écologie évidemment est portée par Ghislaine Senet. Conseillère régionale depuis 2010, elle se lance dans sa 3e campagne en Île-de-France. Il va y avoir la révision du schéma directeur de la région Île-de-France, schéma d'aménagement. Ça peut ne se faire qu'en concertation et avec les maires et avec la population. Parce que pour assumer et pour réellement porter cette transition écologique, il faut que tous les acteurs soient partants. Les Franciliens sont appelés aux urnes le dimanche 13 juin 2021 pour élire les 209 futurs conseillers régionaux d'Île-de-France. Nous allons à présent parler d'un fléau qui est malheureusement toujours d'actualité, le harcèlement scolaire. 10% des élèves de primaire, 6% des collégiens ou encore 1,4% des lycéens subissent un harcèlement scolaire en France. Cela représente environ 700 000 victimes par an qui conduit parfois à des drames. Ça a été le cas la semaine dernière à Argenteuil en Seine-Saint-Denis où une adolescente de 14 ans a été tuée par 2 de ses camarades après avoir été harcelée. Pour parler de ce sujet, nous accueillons en visioconférence avec nous Laurent Brosse. Bonsoir. Bonsoir Madame Sinoquet. Vous êtes donc le maire de Conflans-Sainte-Honorine et la ville a mis en place un plan de lutte et de prévention contre le harcèlement scolaire en partenariat avec l'éducation nationale. Avant de le détailler, cette mise en place de ce plan de lutte et de prévention fait suite justement à des cas de harcèlement scolaire que vous avez détectés dans vos établissements de votre commune depuis ces dernières années. Que s'est-il passé et comment vous les avez repérés ? Alors en fait, l'origine, c'est une parent d'élève qui m'a alerté sur le cas de son enfant qui subissait des brimades et plus globalement des faits de harcèlement scolaire dans la cour de récréation. Et donc à cette occasion, elle m'a dit qu'elle se trouvait démunie par rapport à cette situation et elle a valorisé le fait il lui semblait nécessaire de faire plus. Et donc dans ce cadre, je lui ai proposé de mettre en place un plan de harcèlement scolaire qui soit global à l'échelle de la ville. Et donc, Conflans-Sainte-Honorine compte 16 écoles élémentaires du CP au CM2, je le rappelle, 2000 enfants au total. Ce plan de lutte et de prévention est justement à destination finalement de ces écoles élémentaires. En quoi consiste-t-il concrètement ? Qu'est-ce que vous avez mis en place dans ce plan ? Alors concrètement, on a souhaité articuler autour de 3 axes. Le premier axe, c'est informer et sensibiliser. Le deuxième axe,
c'est un axe qui est plus un axe pour former. Et le troisième axe, c'est prévenir et agir. Sur le premier axe, c'est-à-dire sur l'information et la sensibilisation, c'est plutôt un axe de communication qui vise à informer les parents, l'éducation nationale via les professeurs, sur les différentes formes de harcèlement, sur les moyens de repérer ces situations. Le deuxième axe, former, et là c'est un axe, comme son nom l'indique, de formation, c'est-à-dire que l'objectif de la ville de Conflans-Sainte-Honorine, c'est de former nos animateurs qui travaillent au plus près des enfants pendant le temps périscolaire, donc pendant les temps de matin, du midi, du soir, et pendant les temps de centre de loisirs le mercredi. Et donc, on a lancé un plan pour que nous puissions former nos animateurs. Ce sont 24 animateurs qui ont été formés l'année dernière à Conflans-Sainte-Honorine en lien avec le harcèlement scolaire. Et le troisième axe, c'est prévenir et agir. Et donc là, c'est un travail que nous poursuivons avec l'Éducation nationale et plus globalement d'autres partenaires, dont l'UNICEF. Et donc, l'idée, c'est que nous ayons des actions concrètes dans les écoles. Donc, c'est passé notamment par une semaine pendant l'année qui est dédiée au harcèlement scolaire. Et donc, on a des enfants qui réalisent notamment un mur d'expression. Donc, ça, c'est pour les enfants de CM2 qui visent en fait à leur faire des dessins, des illustrations sur le harcèlement pour mieux leur expliquer ce dont il s'agit. Il y a aussi des groupes de parole qui existent au sein des écoles pour libérer en quelque sorte la parole des enfants sur ce sujet-là. Et puis il y a aussi des actions directes dans les écoles, sur les réseaux sociaux, puisque se développe beaucoup ces dernières années le cyberharcèlement. Et donc on a souhaité aussi quelque part sensibiliser les enfants sur l'utilisation des réseaux sociaux, puisque c'est une problématique qui est de plus en plus élevé, avec un harcèlement scolaire qui devient non plus un harcèlement unique dans l'enceinte de l'école, mais un harcèlement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec les nouveaux moyens de communication. Et nous y reviendrons justement dans un instant. Juste avant cela, donc le plan de prévention et de lutte contre le harcèlement scolaire que vous avez mis en place, c'est uniquement pour les écoles élémentaires pour le moment. Et vous voulez l'étendre au collège et au lycée. Qu'en est-il ? Quand est-ce que ce sera étendu ? Est-ce que vous avez toujours ce projet de l'étendre ? Oui, plus que jamais. Le projet est toujours d'étendre ce dispositif au collège et au lycée. En réalité, je suis en pleine concertation en ce moment avec l'éducation nationale, avec l'association sportive également, sur le plan d'action pour la jeunesse et la citoyenneté. Et donc, ce plan inclut un volet de lutte contre le harcèlement scolaire dans les collèges et les lycées. C'est un plan que je devrais présenter d'ici le mois de mai au plus tard. Donc, c'est plus que jamais d'actualité. Vous l'avez évoqué donc juste avant, il y a le harcèlement au sein même de l'école, mais aujourd'hui aussi on voit ce nouveau phénomène avec Internet, ce cyberharcèlement, et ça peut être un phénomène aggravant, le fait d'être harcelé sur Internet, en plus d'être harcelé à l'école. Cela continue donc du coup pour les enfants même en rentrant à la maison. Pour vous, ces réseaux sociaux, parce que finalement c'est quand même peut-être ça le fond du problème plus qu'Internet, est-ce que ça augmente ce phénomène de harcèlement scolaire et est-ce que c'est dangereux aussi quand un enfant est harcelé pour cet enfant ? Ce qui est très dangereux avec ces réseaux sociaux, c'est que finalement, comme je le disais il y a quelques instants, les faits de harcèlement scolaire étaient auparavant exclusivement dans l'enceinte de l'établissement. Et donc, c'était pendant un temps donné, alors ça n'excuse rien, mais ça permettait quelque part à l'élève après de souffler, de passer à autre chose, éventuellement d'en parler avec sa famille. Là, on est sur quelque chose avec ce cyberharcèlement qui dépasse l'enceinte de l'établissement scolaire et donc qui se reproduit sur d'autres choses, donc sur les réseaux sociaux, ça peut être aussi par texto, et donc ça c'est quelque chose qui devient difficilement soutenable pour les élèves parce qu'on n'est plus seulement sur le temps scolaire, on est sur un temps qui s'étend sur toute la journée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et donc ça devient pour ces enfants victimes de harcèlement très difficile à gérer psychologiquement. Et je rappelle que quand on est harcelé, pour ceux qui nous entendent et nous regardent, il faut en parler. Merci Laurent Brosse d'avoir été avec nous sur ce 7-8 week-end par visioconférence et je rappelle que vous êtes le maire de Conflans-Sainte-Honorine. Merci à vous. On change de sujet à présent. Comme chaque vendredi, Célia Gatsongo vous propose ses idées sorties et loisirs. Cette semaine, nous allons apprendre à danser l'afro-tribal. Ce style de danse est pratiqué dans différents pays d'Afrique et mêle des pas de danse ancestrales. Les membres de l'association World Step Event nous ont enseigné quelques exercices. Les images de Mélanie Poquet.
à Voisins-le-Bretonneux avec une membre de l'association World Step Event. Ishma, bonjour. Bonjour. Vous allez nous montrer un peu des exercices d'afro. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est l'afro? Alors, il y a l'afro qu'on voit sur les réseaux et puis il y a l'afro tribal. Je dis tribal pour bien différencier les deux. Du coup, c'est des danses ancestrales qu'on fait dans différents pays en Afrique. De base, on la danse pieds nus. Ça se danse pieds nus avec les tenues traditionnelles et tout ça. On va faire quelques exercices. C'est parti. Donc, on va juste lever le genou. Voilà. Maintenant, la danse africaine, on est toujours plié. Les genoux pliés. Toujours les genoux pliés. Le poids du corps au milieu. Voilà. Donc, maintenant, on va faire 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. On va faire un autre pas. Ouais. Donc là, c'est juste le pied en arrière. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 de l'autre côté. 5, 6, 7, 8. Et maintenant, il faut essayer de garder le plié. Et il y a toujours ce côté rebond là. Voilà. Ça, ce rebond là, c'est pour vraiment garder le rythme. Peut-être un autre exercice que vous pouvez me montrer? Oui, pas de souci. Moi, je l'appelle la chaussette. La chaussette. On enlève la chaussette. Alors, comme ça? Et on remet la chaussette. On essaye tout. Ouais, on refait. 5, 6 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. On enlève la chaussette, on remet la chaussette. Enlève la chaussette, on remet la chaussette. Nickel. Ouais, super. Merci beaucoup Ishma pour tous ces conseils. Cela fait 15 minutes que l'on a pratiqué l'afro. Finalement, ce sont des pas assez simples et accessibles à tous. Des cours en visio sont donnés toutes les semaines et toutes les informations sont à retrouver sur leur page Facebook et sur leur Instagram. Ce jour-là, un cours de danse freestyle en visio est donné aux enfants comme aux adultes. Le thème carnaval. Partons à présent dans l'univers des mangas. De plus en plus de Français apprécient ces bandes dessinées japonaises et les Yvelinois ne sont pas en reste. Une boutique a donc ouvert ses portes à Versailles pour permettre aux amateurs de manga de retrouver leurs héros sous forme de produits dérivés. Avec Bichette Mérien Santisteban, nous avons interviewé le gérant de la boutique. Regardez. Si vous êtes passionné d'animation japonaise et de pop culture, vous ferez certainement un tour à Manga Story. Dans cette boutique, on peut trouver des produits dérivés, mais aussi des posters ou des mangas. Enzo Le Garne, bonjour. Bonjour. Vous êtes le co-gérant de cette boutique. Alors la boutique a ouvert il y a à peu près 4 mois. Est-ce que les amateurs de manga sont au rendez-vous? Alors oui, ils sont au rendez-vous. Ils sont très contents d'avoir un lieu comme tel proche de chez eux. Du coup, oui, au rendez-vous depuis maintenant 4 mois. Ils sont très contents. Est-ce que les Versaillais sont amateurs de manga? Pourquoi avoir finalement créé cette boutique dans Versailles? Tout simplement parce que c'est quand même Versailles, c'est quand même une ville importante de la région avec le château juste en face. Du coup, et puis même Versailles, c'est pas forcément proche de Paris. Il y a quand même pas mal de temps en transport. Du coup, c'est quand même l'occasion que les habitants du secteur puissent avoir un lieu comme tel pour pouvoir se retrouver, acheter des produits des séries qu'ils aiment. Vous avez beaucoup de produits dérivés. Est-ce que vous pouvez me dire combien vous en avez à peu près et quelles sont les catégories de produits? Alors, pour les catégories, on va avoir un peu de tout. On va avoir des figurines, des peluches, des posters et des mugs entre autres. Mais on a pas mal de choses aussi pour plus spécialisées comme des maquettes, des petites constructions. On a des coffrets cadeaux, vraiment de tout en rapport avec les mangas. C'est vraiment un peu de tout. Et en termes de références, on devrait avoir, je pense, 2000 références différentes. Oui, c'est pas mal, 2000. Pas mal. Quels sont un peu vos produits stars que vous vendez le plus finalement? Après, généralement, les produits qui vont le plus attirer l'œil de nos clients, ça va être les mangas et les figurines, du coup, qui représentent leurs personnages
favoris de chaque série, quoi. Est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter un de vos coups de cœur? Alors oui, bien sûr. Alors moi, comme produit que j'affectionne particulièrement, ça va être ce produit-là. C'est une figurine représentant Luffy, qui est le héros du manga One Piece, qui est le manga le plus populaire au monde. C'est le manga le plus vendu au monde depuis maintenant quelques années. Donc voilà, c'est une figurine qui représente le héros sous différentes formes. Il y a de nombreuses boutiques de manga qui maintenant se développent un peu. À votre avis, qu'est-ce qui fait que la culture manga est de plus en plus appréciée et populaire en France finalement? Parce qu'elle est de plus en plus accessible maintenant pour tout le monde, avec les plateformes de streaming pour les animés. Les mangas, du coup, maintenant, les rayons librairies de chaque boutique se développent. À la Fnac, il y en a de plus en plus. Partout, en fait, partout. Puis même avec Netflix, qui a maintenant un large catalogue d'animés. Du coup, c'est beaucoup plus accessible pour les plus jeunes comme pour les plus vieux, quoi. Et justement, quel type de public qui vient dans votre Honnêtement, on a un peu de tout. On va avoir, comme je vous dis, des plus jeunes. Ça peut commencer à 4-5 ans pour des peluches ou des jouets, comme des pères, des mères de famille de 40 ans qui souhaitent avoir des produits représentant leur personnage de leur enfance pour le côté un peu nostalgique. Alors est-ce qu'il y a aussi des mangas ou des séries mangas maintenant qui sont un peu tendance en ce moment? Alors oui, on va avoir déjà les grands indémodables, les grands classiques qui resteront toujours au goût du jour, qui sont One Piece, Dragon Ball ou encore Naruto. Mais il est vrai qu'il y a d'autres séries qui sont en train de vraiment d'émerger, même mondialement, comme actuellement l'Attaque des Titans, Demon Slayer, et le dernier petit nouveau qui est vraiment en train d'exploser, c'est Jujutsu Kaisen. Très bien, merci beaucoup Enzo Legarn d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie. Et pour finir cette page loisirs, je vous propose 3 idées d'activités pour ce week-end avec une exposition temporaire en ligne nommée La ville à habiter. On peut la retrouver sur le site internet de Saint-Quentin en Yvelines dans la rubrique Culture en ligne. La visite de l'exposition se fait en 360 degrés. Elle parle de l'évolution de la politique du logement en France à travers des exemples de 25 opérations architecturales à Saint-Quentin en Yvelines. Le festival À tout bout de champ s'adapte et propose une version numérique. Dimanche 14 mars à 17h, venez découvrir la comédie musicale Les Grands chantent pour les petits sur YouTube, un spectacle sur le thème du cirque dans lequel les enfants rappellent que la culture est primordiale. Et un autre festival en ligne se déroule lui aussi ce week-end. Le festival Electrochic revient pour une 5e édition 100% en ligne du 11 au 13 mars. Au programme concert avec Mocado ou Medium 12 par exemple ce vendredi à 21h, mais aussi un tremplin qui réunira 5 groupes ou jeunes artistes qui présenteront un titre de leur répertoire et le public pourra voter en ligne. Coup d'envoi pour le tremplin samedi 13 mars à 21h sur la page Facebook ou la chaîne YouTube du festival Electrochic. Et le 7-8 Week-end se poursuit avec Éléonore pour parler de l'actualité. Et à présent, l'actualité de la semaine, c'est Astrid Bergère qui vous la résume en 78 secondes. La course au soleil porte bien son nom. C'est sous un temps magnifique que les coureurs se sont élancés dimanche et lundi des Yvelines, à Saint-Cyr-l'École et Oinville-sur-Montcian. Depuis 12 ans, le département accueille le Paris-Nice. Lundi 8 mars, c'était la journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, la commune de Beynes et la préfecture des Yvelines ont signé une convention pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Les services municipaux seront mobilisés auprès des associations et des services de l'État. Une semaine marquée par l'accélération de la vaccination dans le département. Après un week-end où 1700 personnes ont été vaccinées au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, la vie reprend un peu son cours dans les EHPAD. La précarité étudiante au cœur des préoccupations dans le département. De nombreuses initiatives commencent à se développer. L'association Élancoeur a organisé une distribution de colis alimentaires à Élancourt. De son côté, le conseil départemental prévoit 1,2 million d'euros pour venir en aide aux étudiants. Gérard Ramon s'est éteint à l'âge de 86 ans.
Ce sculpteur est à l'origine de nombreuses œuvres présentes à Maurepas. Il avait aussi travaillé de pair avec l'urbaniste Jacques Ribou lors de la construction de la ville nouvelle. Et la semaine prochaine, que va-t-il se passer? Réponse avec vous, Astrid Bergère, journaliste de la rédaction et responsable de l'émission VYP. Bonsoir. Bonsoir. Alors évidemment, j'imagine qu'on va parler quand même des 1 an du premier confinement le 17 mars prochain. Oui, Léonore, mercredi prochain, nous serons donc le 17 mars. Et rappelez-vous, à cette date, l'année dernière, précisément à midi, c'était le début du premier confinement. Un confinement soudain, dur. On le voit sur ces images, les rues sont vides, les Français sommés de rester chez eux. La France entière s'est arrêtée, et ce jusqu'au 11 mai 2020. Alors pour fêter ce triste anniversaire, nous irons à la rencontre des acteurs du sport, de la culture bien sûr, du monde de la restauration, aussi les entreprises et les jeunes qui subissent toujours cette crise sanitaire 1 an plus tard. Mais certains ont tout de même pu tirer leur épingle du jeu quand même pendant cette crise, Astrid. Oui, alors certaines entreprises ont pu se réinventer. Nous ferons le point sur différentes initiatives qui ont été mises en place, comme le déploiement des tentes Covid, le recyclage des masques et d'autres encore. On pense évidemment à ceux qui sont toujours éprouvés par la pandémie, comme le monde de la culture, de la nuit et de la restauration, qui ont à ce jour toujours pas de date de réouverture. Merci Astrid pour toutes ces précisions. Et je rappelle donc que cette émission spéciale consacrée au 1 an du premier confinement, ce sera le 17 mars prochain à 18h en direct. Et pour refermer ce 7-8 week-end, comme chaque semaine, votre rendez-vous en partenariat avec les Surligneurs, ce collectif qui décrypte les déclarations des personnalités publiques et politiques. Aujourd'hui, retour sur Jean-Luc Mélenchon et la levée des brevets sur les vaccins. On écoute Vincent Couronne, fondateur des Surligneurs et professeur en droit à l'université Versailles-Saint-Quentin. Jean-Luc Mélenchon dénonce la gestion de la production de vaccins contre le Covid-19 par l'industrie pharmaceutique et appelle à la levée des brevets sur les vaccins. L'idée, selon lui, est de permettre à d'autres entreprises de fabriquer le vaccin et mettre un terme à l'enrichissement sans cause des entreprises pharmaceutiques. Sauf que le patron de la France Insoumise fait ici une confusion. Qu'est-ce qu'un brevet? Le brevet, il permet à celui qui l'a déposé, Pfizer ou AstraZeneca par exemple, d'obtenir un monopole d'exploitation sur son invention. Concrètement, celui qui a inventé le vaccin est le seul à pouvoir le produire. En temps normal, le brevet protège l'inventeur et lui permet de rentabiliser ses investissements. Il favorise donc l'innovation et sans cette protection légale, on attendrait toujours le vaccin contre le Covid-19. Mais lorsque sont en jeu des questions de santé publique, ce monopole peut paraître injuste, voire problématique. La loi prévoit donc ce qu'on appelle des licences d'office. Ce mécanisme permet à l'État d'obliger les titulaires de brevets à céder une licence d'exploitation à d'autres fabricants afin de satisfaire un besoin général. Mais, contrairement à ce que dit Jean-Luc Mélenchon, la licence d'office n'est pas une suppression du brevet, encore moins une confiscation ou une nationalisation du brevet. C'est une licence d'exploitation en échange d'une rémunération et qui n'empêchera pas le laboratoire pharmaceutique de continuer à produire et à vendre lui-même son vaccin. C'est déjà la fin de votre 7-8 week-end. Merci de l'avoir suivi. L'information revient lundi à 18h en direct dans le 7-8 journal présenté par Grégory Canalet. Et d'ici là, je vous souhaite un très bon week-end et une très belle soirée.